Voilà, donc c'est le début de la projection de cette première mi-temps du film. Il y aura peut-être une deuxième mi-temps après si on prend le temps de le regarder à la fin de mon intervention. Alors, je rappelle un peu qui je suis, Michel Regnault, comité départemental cyclotouriste Côte d'Or. Je suis cycliste depuis pas mal d'années au sein de clubs, le club de Chevigny. Et j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de voyages autour de la planète. Alors des fois avec des formules de séjour clés en main. Des fois le vélo, ça accompagnait ou c'était le faire-valoir d'un voyage que j'avais fait. J'empruntais un vélo sur un site. Ça peut être par exemple à Vancouver en 2010 ou à Londres en 2012. À chaque fois, c'était pendant les Jeux paralympiques ou olympiques. C'était une autre façon aussi de découvrir la ville parce que le vélo est souvent un moyen privilégié pour aller dans des endroits qui sont inaccessibles en voiture ou où on n'a pas le temps de s'arrêter, par exemple. Donc, je vais vous donner mon aperçu du voyage en vélo. Alors déjà, sur l'historique du cyclotourisme, on peut prendre quelques instants. Le mot cyclotouriste, c'est un mot qui existe depuis 1888, donc ça date. C'était inventé par un homme qui s'appelait Paul de Vivie, et qui était longtemps stéphanois. Il a passé toute sa vie, une bonne partie de sa vie à Saint-Étienne. Et il est à l'origine de plusieurs inventions, notamment dans le vélo, puisqu'il a aussi fabriqué des vélos, dont un vélo qui s'appelait, ou des vélos qui s'appelaient les Gauloises. Et non pas, ça n'a rien à voir avec les cigarettes. Ce sont les Gauloises, c'est dommage. Et en particulier, il aimait, donc c'était un fan de vélo. Et souvent, vous entendez pas? Alors, je ne sais pas, il va peut-être demander au technicien de monter le son, s'il vous plaît, il est juste à côté. Oui. Parce que il y a un petit problème de son qu'on va essayer de régler. Merci, il a compris, je crois. Il a réagi très vite. Merci la technique. Donc là, tout le monde a les oreilles à niveau, je pense. Merci. Donc j'en étais donc à Paul de Vivie, son histoire rapide. Donc stéphanois, il allait souvent aussi dans sa région de naissance, qui était le Vaucluse, donc près d'Avignon. Et il passait non pas par le chemin le moins facile, puisque pour s'y rendre, il y allait en vélo. Et il allait de Saint-Étienne à, on va dire, Avignon. Soit ça représente un trajet de 200, 220, 250 km. Il le faisait à vélo, en passant par le col de la République. Donc aujourd'hui, il reste encore en mémoire de ce brave homme, de ce brave cyclotouriste, une stèle, enfin une plaque aussi, là où il a été heurté par un tram. Ça arrive, en plein Saint-Étienne, rue Charles de Gaulle. J'étais stéphanois, donc je connais un petit peu où c'est. Et il est heurté par un tramway, il est mort en 1930, après avoir consacré toute sa vie pratiquement au vélo et au cyclotourisme, puisqu'il est à l'origine de cette activité, de ce loisir dont j'ai gardé une grande passion. Donc il a créé pas mal d'innovations dans le vélo, il a créé des dérailleurs, il y avait même des vélos à double chaîne, donc ça n'existe même plus ça aujourd'hui, vous n'en voyez plus, mais il avait trouvé des moyens pour faciliter la vie du cyclotouriste, notamment dans les côtes, pour créer le dérailleur. C'est pas les compétiteurs du Tour de France qui sont à l'origine du dérailleur, c'est un cyclotouriste, il faut quand même le savoir et rendre hommage à ce technicien du vélo. Alors, il avait rayonné dans pas mal de choses, c'est le cas de dire, notamment dans le domaine de la diététique en vélo. Il donnait un certain nombre de conseils. On peut encore les suivre. Ne pas attendre d'avoir soif pour boire, pas d'attendre faim pour manger, pour éviter ce qu'on appelle la fringale. Donc il avait donné un certain nombre de consignes diététiques qu'il fallait suivre pour être un bon routier. Voilà. Et notamment, pas manger de viande pendant les pauses, plutôt des biscuits, des choses qui vous donnent de la combustion lente des calories que vous dépensez, donc, et de l'énergie de vos sources de carburant en vélo. Donc il a souvent donné des consignes, il a écrit des livres, et donc aujourd'hui on peut s'inspirer de ce qu'il a fait encore aujourd'hui dans la pratique du vélo. Il est encore d'actualité, Paul de Vivie. Il reste aujourd'hui à Saint-Étienne, c'est la seule course chronométrée en cyclotourisme, il faut le savoir, de Saint-Étienne au col de la République. Il y a ce qu'on appelle la Vélocio qui a lieu tous les ans. Bon, il y a un peu moins de participants qu'avant, ça tourne autour de 300, 400 participants, alors qu'avant on atteignait les 3000 il y a 20 ou 30 ans.
Et cette course de la montée du col de la République, on monte de 500 à un peu plus de 1000 mètres. Il y a à peu près 5 à 600 mètres de dénivelé. Elle est chronométrée. C'est une particularité du cyclotourisme d'avoir la seule course chronométrée parmi tout ce qu'on fait et tout ce que font nos clubs aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qui nous différencie de la FFC. On a aujourd'hui un stand côte à côte. La Fédération française de cyclisme, c'est la compétition. Nous, le cyclotourisme, c'est la découverte des paysages, la découverte de la France, du monde, on va dire de la planète aujourd'hui. C'est la découverte de tout ce qui est beau. C'est aussi la signature, je ne sais pas si vous voyez la signature de la FFCT, c'est « À vélo, tout est plus beau ». Alors à vélo, tout est plus beau, c'est ce que dit la FFCT depuis quelques années maintenant, ou la FFV, puisque c'est la même chose, FFV et FFCT. Eh bien, c'est pas toujours vrai. Je vous le démontrerai dans la fin du film. C'est qu'on découvre des choses parfois qui ne sont pas très belles. Et puis, je veux dire, quand vous commencez une sortie vélo dans un séjour d'une semaine qui commence par la pluie, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans un séjour que j'ai fait entre les sources du Danube et Vienne. Ça représente 1000 km. Et que vous êtes pendant 115 km sous la pluie, à vélo, franchement, tout n'est pas plus beau quand il ne fait pas beau. C'est ce qu'on peut dire. Alors, comment bien préparer un voyage en vélo ? J'ai envie de dire, des fois, ça ne sert à rien de préparer quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on peut faire sa checklist, son check-up aussi physique du vélo et du séjour, du type de séjour vélo qu'on veut choisir. Mais on peut aussi partir à l'aventure. Ce n'est pas l'objectif du cyclotouriste. En général, le cyclotouriste, il prépare les choses. Il sait aussi comment il va dormir, où il va dormir, etc. Alors, je vous ai montré tout à l'heure le petit escargot sur la route pour faire une différence entre les différentes formes de cyclotourisme. L'escargot, alors nous, on ne roule pas vraiment à l'allure d'escargot, même si on roule moins vite que les gens de la Fédération française de cyclisme, mais on prend notre temps et on amène souvent avec nous notre domicile. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai pour celui qui fait du cyclo-camping. On a l'image du cyclotouriste qui fait du camping. Il y en a de moins en moins, il faut le reconnaître. Vous avez vu dans la vidéo, j'ai mis une photo une photo aérienne avec des camping-cars. C'est vrai que dans le cyclo-camping, il y a beaucoup de camping-caristes qui font du cyclo-camping, mais c'est pas eux qui transportent leur toile de tente, c'est plutôt leur camping-car qui transporte leur domicile. Alors on a vu ça notamment à la semaine fédérale à Albi. Il y en avait une aussi à Dijon en 2016. 2015, c'était Albi. 2016, c'était Dijon. On a fait la même chose. On avait trois grands terrains de camping à Saint-Hippolyte. J'en ai parlé dans la vidéo. Mais Albi, c'était sur le circuit automobile d'Albi. Et ça représentait tout le circuit automobile où il y avait 3000 camping-caristes qui s'étaient installés là. Donc les vélos, on ne les voyait pas trop ce jour-là, mais on avait une densité de camping-cars qui était impressionnante et ça donne un autre style de vie, de faire croire que finalement, on peut faire que du séjour vélo avec des camping-cars. Donc il y a quand même d'autres formes de séjour vélo. Et moi, je suis plutôt dans le style, et c'est dans ce que j'ai fait avec des séjours clés en main, avec une offre de séjour que propose la FFCT, puisque la FFCT existe depuis 1945. Donc, il y a des professionnels du séjour dans cette fédération. J'ai présenté quelques extraits du catalogue. Donc, chaque année, il y a un catalogue qui sort. On a des séjours qui sont de toutes formules. Alors, on a du VTT, on a des séjours famille, mais la majorité des séjours que propose la FFCT, que ce soit en Europe, Corse comprise, et en France, bien sûr, et à l'étranger, il y en a à peu près une vingtaine à l'étranger, et puis une bonne quarantaine en Europe. Voilà. Et puis beaucoup en France aussi, dans ce que je dis en Europe. Voilà. Alors, vous avez un choix de séjour qui est assez intéressant, avec notamment des séjours en termes de budget. En France, vous avez des séjours d'une semaine qui tournent autour de 400, 500, 600 euros, avec l'hébergement, ce qui n'est pas cher. Bon, après, il y a l'acheminement sur les lieux du séjour, donc pas besoin de camping-car, vous y allez par le train. Il y a souvent des formules de covoiturage
On vous attend sur les lieux du séjour, en gare par exemple aussi, ou en covoiturage avec d'autres personnes qui partagent l'amour du vélo. Donc ça, c'est quelque chose qui est à identifier. Parmi l'offre de séjour aujourd'hui qui est presque pléthorique, hein, tout le monde vous propose des séjours, mais à la FFCT, j'ai envie de dire, n'hésitez pas si vous avez des informations, notamment sur Internet, et si vous hésitez, ben allez-y. Et d'ailleurs, les films que j'ai faits et qui tournent en boucle sur le site du département, que ce soit en Chine ou en Allemagne, Autriche-Allemagne, où je faisais un film par jour. Hein, c'est une passion aussi dans mon activité, dans ma façon de partager le cyclotourisme. C'est une passion que j'ai eue. Et ce sont des témoignages réels des types d'hôtels qu'on a, par exemple, vraiment des hôtels de bonne qualité, qui ont été choisis par les organisateurs, que ce soit en Allemagne, Autriche, voire Pékin. On a vraiment des formules assez intéressantes, notamment à Vienne. Je me souviens on arrive à Vienne, donc il y a les clichés viennois avec les viennoiseries, par exemple, mais on est au-delà de ces clichés parce qu'on ne va pas forcément dans les viennoiseries. On est allé dans des auberges vignerognes qui sont plutôt méconnues, où on vous sert un petit peu le vin primeur comme on vous sert le Beaujolais en France. C'est du vin nouveau et ça s'appelle des Heutiger, ça veut dire le vin de l'année. Et ce sont on verra tout à l'heure dans le film, hein, c'est des buffets à n'en plus finir, où vous pouvez vous restaurer après le vélo de manière très agréable et très sympa. Ça prouve aussi, je dirais, la gastronomie, c'est aussi ce qui fait aussi la qualité d'un voyage. Ça fait partie des à côté qui fait qu'on y revient. Hein. Donc, en termes de séjour, je veux dire, moi, j'ai pas envie d'aller chercher ailleurs. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres séjours que j'ai fait en dehors de la FFCT. Je fais un peu de la promo pour la fédération, mais on a vraiment des séjours intéressants. Alors, ça ne veut pas dire que dans les séjours, tout est réussi, hein, parce que il m'est arrivé souvent de passer à côté de quelque chose autour d'un voyage. Et alors c'est la question de savoir pourquoi on passe à côté de quelque chose, à côté d'un voyage. Peut-être parce que ça a été mal préparé, parce qu'on s'est mal informé, qu'on n'a pas eu des informations. Il y a aussi le handicap de la langue. Par exemple, quand vous allez en Chine et puis on vous propose un itinéraire qui va au nord de Pékin, on est au-delà par exemple du 5e au 6e périphérique de Pékin. Donc vous êtes déjà 100 km du centre-ville de la cité interdite, hein, pour vous donner une image. Et là, vous passez sur l'ancien circuit du triathlon des Jeux Olympiques de Pékin. Alors, tout est écrit en chinois, donc vous ne comprenez pas le chinois. Vous avez simplement un vélo qui est dessiné sur la route. Vous avez des anneaux olympiques, donc vous devinez que c'est sur un site qui était olympique. Et vous passez à côté d'un réservoir qui a servi pour les triathlètes des Jeux Olympiques. Donc il y a de l'eau, effectivement. Il y a un grand barrage qui ressemble un petit peu le barrage de Serponçon, hein, pour ceux qui connaissent. Mais vous avez aussi une pagode qui est au milieu de l'eau. Donc le décor est sympa. Alors, vous apprenez par la suite que ça s'appelle le réservoir des tombeaux des Ming. Bon, les Ming, ça doit parler à certains. C'est toute une dynastie d'empereurs qui a fait la grandeur et l'empire de la Chine. Hein. Et puis, je veux dire presque par malheur, eh bien, dans ce voyage, vous n'allez pas faire le petit détour qui vous aurait permis de visiter les tombeaux des Ming. Donc, il y a un petit loupé. Alors, avec ce petit loupé, il est rattrapé par la suite parce qu'il y a des choses qui n'étaient peut-être pas prévues au programme parce qu'aussi on manque de temps. Il ne faut pas oublier que c'est du voyage itinérant, c'est-à-dire que vous partez dans ce que j'ai fait, hein, on part d'un endroit, on arrive à un autre, les bagages suivent. Vous ne portez pas vos bagages comme le cyclocampeur, comme l'escargot, hein, qui porte sa coquille. Non, vos bagages suivent, donc c'est quand même assez confortable. Il faut quand même rouler pendant 100 km. Et quand je parlais de check-up, c'est-à-dire qu'il faut faire son expérience du vélo, si on n'a pas à rouler quand même pendant 2-3 mois avant le séjour, si on n'a pas ça dans les jambes, bon, il faut avoir un petit peu la pratique du vélo. Hein. Alors, j'en profite parce que je ne reviendrai pas là-dessus après. Quand on fait des vélos à l'étranger comme la Chine, on ne part pas avec son vélo. On vous prête des vélos qui vous sont prêtés sur place par les organisateurs. Alors, un petit conseil, quand vous allez en vélo à l'étranger, emmenez vos pédales. C'est-à-dire que
vous emmenez vos propres pédales parce que vous avez par exemple un propre système d'accrochage. Hein, pour ceux qui accrochent avec des chaussures spéciales, Shimano ou autres, vous ne trouverez pas souvent ce même système d'accrochage à l'étranger sur les vélos qu'on va vous prêter. Donc le conseil de base, c'est d'emmener ses propres pédales. Donc il faut avoir une clé de 15 pour la démonter. Vous la remontez ou vous demandez une assistance sur place pour les monter et les démonter. Et puis vous avez du confort que vous n'auriez pas avec des pédales du vélo et avec vos propres chaussures. C'est aussi ça qui est important. Donc hormis après vous avoir dit ça, ce qui est important aussi de dire, c'est que dans les programmes, donc il y a les voyages qui suivent, les bagages suivent. Donc on est un petit peu bousculé par le timing, donc on ne voit pas tout. Par contre, on a d'autres choses que l'on voit dans le séjour qui font un effet de surprise. Toujours en Chine, il y avait la dernière étape nous emmenait de Huérou, c'est une commune qui est à environ 100 km de Pékin, jusqu'à, on va dire, un vestige de la Grande Muraille, où il y avait une résidence. Alors ça s'appelait la résidence des 8 trigrammes. En Chine, les 8 trigrammes, c'est des composants naturels. Hein, c'est le ciel, le lac, la montagne, le vent. Donc on rentre déjà dans l'univers chinois avec tous ces clichés-là. Et dans cette étape-là, on avait tout un parcours qui nous emmenait sur des petites routes et à travers un district, qui est une zone modèle en Chine. Alors qu'est-ce que c'est qu'une zone modèle? C'est que la Chine, il y a beaucoup de villes nouvelles, mais Huérou en est une, c'est à 100 km au nord de Pékin. Mais vous avez une zone qui est une zone modèle. Ils se donnent des titres, les Chinois aiment bien ça. Et cette zone modèle, c'était zone modèle en reboisement urbain, zone modèle en cinématographie, et puis zone modèle, la troisième, c'était en gîte de loisirs ou en gîte en chambre d'hôte. Voilà. Et donc, on a pratiquement eu tout ça sur le parcours, même si on a eu beaucoup de camions qui transportaient aussi du charbon. C'est pour ça que la zone modèle, elle n'est pas si modèle que ça. Donc ça fait partie du vélo qui est un petit peu moins beau, hein, c'est qu'on est croisé par des camions. Bon, les routes sont larges, ça c'est un avantage. Et puis par contre, on est arrivé vers un endroit, ça c'est l'effet de surprise, c'est que vous aviez une sorte de bas-relief sur de haut-relief. Vous aviez une représentation de fresques de paysans chinois sur une hauteur de 20 mètres de haut qui était à flanc de montagne. Donc tout avait été dessiné ou moulé ou réalisé. Alors ça tourne en boucle, mais je le montrerai tout à l'heure en fin de vidéo, de cette vidéo qu'on poursuivra. C'est quelque chose d'assez impressionnant de voir ça. C'est à la dimension de la Chine, hein, c'est le côté colossal. C'est ce que j'aime bien aussi un petit peu aussi en Allemagne. Et en Chine, c'est ce côté colossal qu'on retrouve dans les réalisations de l'humanité, quoi. Donc là, on sortait quand même des clichés chinois avec, j'ai envie de dire, les contrefaçons, le canard laqué. C'est ça aussi le vélo, c'est de partager des choses et un émerveillement devant ce qui est, pour nous, c'est la Tour Eiffel en France. Là-bas, ce sont des représentations qui sont complètement intégrées dans la nature. Voilà. Alors, j'aurais d'autres choses à dire sur le vélo, mais si vous avez pour vous, à votre avis, qu'est-ce que c'est que bien préparer son voyage en vélo? Un itinéraire, exactement, oui. Alors, suivre un itinéraire, comme je l'ai dit, quand l'itinéraire est tout tracé et tout programmé, et qu'on doit aller d'un hôtel à un autre, on n'a qu'à respecter la trace. Et c'est pour ça que je disais qu'on nous enlevait un petit peu des fois l'effet de surprise ou la possibilité d'aller voir quelque chose qui était visible, où on avait encore une meilleure vue. Alors l'itinéraire, des fois, il est imposé. Il y a ce qu'on appelle la figure imposée, hein, de l'itinéraire du voyage vélo. Par contre, les figures libres, alors on arrive des fois à les négocier, parce que quand on fait des séjours des vélos, comme ça, en début de séjour, on fait ce qu'on appelle un débriefing avec les animateurs ou les accompagnateurs. Et dans le cadre de ces débriefings, on a l'occasion d'échanger sur ce qu'on peut voir ou ce qu'on ne peut pas voir. Moi, j'ai un exemple dans le voyage du Danube. Maintenant, j'abandonne la Chine, là. On avait entre Linz et Melk, hein, c'est deux villes autrichiennes, on passait devant le camp de concentration de Mauthausen. Bon, il fallait monter une côte de 15%, donc rien que ça dissuade un certain nombre de cyclistes. Hein.
Et présenté comme ça par l'animateur, ça a acheté un froid. Ça avait déjà Mauthausen, ça jette un froid par l'effet de mémoire, même si c'est un camp de concentration. Enfin, moi, j'ai estimé que le présenter par une cote de 15%, c'était un petit peu réducteur. Bon, et quand je disais qu'à vélo, tout n'est pas plus beau, c'est vrai qu'aller à Mauthausen, c'est peut-être pas le lieu quand on va dans la région de la Haute-Autriche à visiter en premier. Mais après, je me suis dit, avec un collègue, on a un devoir de mémoire par rapport à tout ce qui s'est passé. Et on y allait avec un collègue. On a fait la petite côte. Hein, je veux dire, c'était 15% sur 500 mètres. C'est presque de la rigolade. Par rapport à tout ce qu'ont subi les gens de toute race, de toute confession dans ce camp de concentration. Donc l'itinéraire, c'est vrai que c'est parfois imposé. Il ne faut pas hésiter des fois à demander aux accompagnateurs de faire un petit détour, un petit crochet. Ils nous l'avaient autorisé. Et on était deux collègues. Alors il y en a un qui avait un vélo électrique, il est monté facile. Et puis moi je l'ai suivi aussi. Il me servait de dernier. Hein. Vous savez, le dernier, c'est la motocyclette qui était devant les cyclistes dans les années 30 ou 50 même, et qui était sur les vélodromes. Voilà. Donc, la reconnaissance de l'itinéraire, ça peut être intéressant. Encore que la reconnaissance d'un itinéraire, elle n'est pas toujours pour avoir fait des séjours d'une journée, des sorties d'une journée dans la région. Reconnaître un itinéraire, on peut être parfois surpris. Par exemple, vous êtes sur une route qui va bien quand vous le reconnaissez, et ça m'est arrivé dernièrement dans l'Aube, et 5 jours après, vous avez une bonne couche, une bonne dose de gravillon sur la route. Donc la reconnaissance parfois de l'itinéraire, elle tombe à l'eau, c'est le cas de dire. Voilà. D'autres questions ? Avoir un bon vélo. Alors, avoir un beau vélo, oui. Oui. Alors, ça aussi, ça fait partie avec la reconnaissance de ce qu'on va vous proposer dans l'offre de voyage. Il y a un questionnement à avoir aussi sur quelles sont les pistes que l'on va fréquenter. Pour l'avoir fait toujours dans le côté Allemagne, il y a un certain nombre d'itinéraires qui sont en chemin blanc, c'est-à-dire que ce n'est pas du bitume, ce n'est pas de l'enrobé qui enrobe les champs. Hein. On est sur du dur, sur de la poussière, sur presque, par endroits, ça peut ressembler presque des nids de poules. Hein. Et donc, quand on voit certains cyclistes qui viennent avec des cyclistes qui viennent presque avec des pneus genre talon-pointe, vous voyez, on est presque équipé en vélo féminin, c'est-à-dire des pneus de 23 mm, c'est pour ça que je parle de talon-pointe, hein, alors qu'il faut s'équiper avec des pneus crampons. Donc le conseil dans ce cas-là, c'est de dire, questionner avant pour savoir s'il y a du chemin blanc, la longueur des itinéraires en chemin blanc, ou si c'est plutôt de l'enrobé et de la route. Vous voyez que le cyclotouriste, il est plutôt, on n'est pas alors, il peut y avoir aussi des offres VTT dans les séjours, dans ce cas-là, il n'y a pas de surprise. Mais dans les parcours route, le petit escargot avec sa coquille, il est sur la route, il n'est pas dans le fossé là. Donc c'est important d'avoir des bons vélos et des vélos adaptés, surtout au niveau des pneus. Alors après, les vélos adaptés, on peut avoir aussi des vélos électriques. Dans les séjours que propose la FCT, il y a de nombreux vélos électriques qui sont les bienvenus même, qui nous aident à échanger aussi sur leurs pratiques en vélo électrique. Oh, si vous... Sur le vélo ? Alors, dans les séjours qu'on a fait, comme je l'ai expliqué, c'est les bagages, ils ne sont pas transportés par les cyclistes. Ils sont transportés par ce qu'on peut appeler un véhicule d'assistance. C'est même pas une voiture balai, mais ça peut servir aussi de voiture balai. Et donc, nos bagages dans cette formule-là, dans ces formules de voyage, on ne les transporte pas. Donc là, je ne suis pas le spécialiste sur le sujet. J'ai des amis qui pratiquent ce genre de... Si certains peuvent répondre à monsieur, mais j'ai pas d'avis sur le sujet. Voilà. Alors j'ai essayé une fois d'avoir des sacoches. J'ai un vélo de cyclotouriste normal. Je passe une des vidéos, vous verrez.
J'avais équipé 2 sacoches sur mon cyclocross à l'arrière, mais parce que je faisais un séjour en Allemagne à l'hôtel, mais j'avais emmené mes affaires, non pas en sac à dos, mais dans des sacoches que j'avais équipées provisoirement sur mon vélo. Voilà. Et c'était à l'arrière. Mais on sait que sur les cyclocampeurs, ils sont à 2 voire 4 sacoches. Hein. C'est impressionnant. Hein. Il y a des cyclocampeurs ici dans la salle? Oui. Vous avez quelle expérience en cyclocamping, s'il vous plaît? Vous pouvez venir parler là, si vous voulez. Non. Vous avez 4 sacoches. Oui. D'accord. Alors, je ne veux pas débattre là-dessus. Vous avez sûrement raison. Hein. Vous avez aussi votre propre observation de la pratique du cyclocamping. C'est vrai que moi, je faisais le parallèle avec ce qu'on vivait sur la semaine fédérale. On accueille beaucoup plus de cyclocampeurs que de cyclocamping, puisqu'elle a lieu tous les ans. Mais vous avez raison, il y a eu un développement du cyclocamping. Alors, c'est lié aussi à la légèreté du matériel. Plus on a du matériel, plus on embarque du matériel léger. Et ça participe. Je regarde l'heure en même temps parce que 16h17, là, je ne sais plus jusqu'à quelle heure j'avais, ça doit être 16h15. Ouais. Oui, tout à fait. Alors ça fait partie d'un de mes propos que j'allais aussi vous donner. C'est vrai que l'utilisation du train aujourd'hui, elle est, avec l'accessibilité des vélos dans les trains, elle est possible, mais pas pour les tandems, pas pour ceux qui ont des bagages, pas pour ceux qui ont des sacoches, effectivement, et que ça concurrence aussi le cyclo-camping. Parce que quand vous parliez d'autonomie il y a quelques instants, pour l'avoir vécu, moi, mon autonomie que je n'ai pas avec un vélo électrique, ben, je la retrouve avec le train. Ça m'arrive souvent, par contre, par ici, dans la région, de partir en train. Je vais, par exemple, dans l'Aube, je vais à Bar-sur-Aube, et je fais les lacs d'Orient. Je tourne pendant tout l'après-midi en vélo autour des lacs d'Orient, lac d'Amance. Je reviens le soir, ça peut être Vendeneuve-en-Barse ou Bar-sur-Aube. Et puis j'ai l'autre train qui m'attend. Le dernier, c'est souvent. Donc c'est là où l'autonomie est un peu limitée, mais il faut regarder sa montre. Hein, et c'est là où je reviens par le train. Donc j'ai fait mes 5 heures de vélo, certes c'est aussi 5 heures de train, mais j'ai trouvé dans le train des solutions pour gagner en autonomie. Oui. Oui. Et on nous avait promis jurés qu'il allait avoir des zones où on allait pouvoir poser nos vélos. Et quand on est arrivé à la gare, on nous parlait chinois. Dans les voyages à vélo, la grosse problématique est vraiment les transitions en train. Et c'est vraiment un frein, je trouve, dans la pratique. C'est vrai que l'idéal, ce serait des wagons qui soient complètement dédiés au vélo. Je veux dire, avec seulement des banquettes, et à l'intérieur, vous les accrochez. En Allemagne, ça doit se faire, ça. Vous savez, sur la mobilité en vélo, c'est pas le sujet aujourd'hui, hein, mais c'est vrai que l'expérience des Allemands, des pays voisins, elle est intéressante. Et même en France, on regarde sur les mobilités en vélo. Aujourd'hui, vous pouvez mettre votre vélo dans le tram à Grenoble et pas à Dijon. Je ne sais pas pourquoi. Alors, aux certaines heures, hein, je crois, à Grenoble. Mais il y a encore des choses à faire bouger. Le chemin des droits des cyclistes, il est à construire. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, si vous voulez, on va terminer le film, là, parce qu'après, je vais prendre sur le temps de l'autre intervenant. Bon, là, c'est sur le musée du vélo à Saint-Étienne que j'avais visité. Si un jour vous allez le voir, allez-y. Il y a une collection de vélos qui est très intéressante.
Alors c'est exactement le musée de l'art et de l'industrie à Saint-Étienne. Donc vous verrez que Vélocio a fabriqué des vélos, il a quelques vélos en exposition. C'est certainement un des plus beaux musées du vélo en France, à Saint-Étienne. Ce sont des vélos en bois, en partie, hein, pour le cadre. À une époque où les matières premières sont très chères, hein. Aujourd'hui, on voit que sur la fabrication des vélos, la difficulté d'avoir des matières premières, elle est réelle. Ça, c'est un vélo Alecat. Ce sont des coursiers qui font des courses en ligne. Alors, c'est plus ou moins autorisé en France. C'est même interdit, hein, parce qu'ils sont des courses entre les voitures et une sorte de course d'orientation. Bon, ça, c'est un vélo avec des chaînes à l'avant, sur la roue avant et sur la roue arrière. Et les chaînes de la roue avant, c'est une traction par les bras. Donc, on voit le double plateau à droite et à gauche. Voilà donc le jour de pluie, c'est le jour que vous avez souvent en vélo. Dans cette étape-là, qui avait lieu entre Passau et Linz, si je me souviens bien, on passe à côté d'un méandre du Danube, donc, et on va prendre un bac. C'est ce que j'ai appelé l'épreuve du bac. Bon, c'est mes petits clins d'œil. Et dans cette étape, donc, on est passé à côté de quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On passe toujours à côté de quelque chose en vélo parce que c'est pas sur l'itinéraire. Et en fait, c'était un point de vue du Danube où on voyait tout le méandre, mais vu en hauteur. Donc j'en ai tiré une photo sur le net puisque je ne l'ai pas vu. Hein, donc on le verra ce que ça donne. Mais c'est presque un regret de ne pas l'avoir vu de ses propres yeux ce jour-là. Vous voyez, on est des groupes à peu près d'une vingtaine dans ces séjours. Il y a du vélo électrique, il y a du vélo normal. Ça, c'est un séjour qui, à la semaine, coûte à peu près dans les 1400 €. C'est pas très cher. Hein. Enfin bon, après, c'est une question de budget, c'est toujours cher, mais on va dire que c'est correct. Donc là, on voit en blanc, c'est le tracé du Danube et on va prendre le bac. On va prendre le bateau, voilà. Parce que le bac, ça peut renvoyer au baccalauréat. C'est pour ça que je l'ai appelé aussi l'épreuve du bac. Bon, ça fait partie un petit peu de l'humour qu'on se donne entre nous quand on fait du vélo. On s'échange des bons mots, quoi. Donc là, il pleut, il y a des belles flaques d'eau. C'était mouillé, comme on dit. Et nous, on était bâchés. Il y a à peu près, dans ces jours, il y avait à peu près autant de femmes que d'hommes, hein, 50-50. Alors il faut savoir que dans certains séjours, on accepte les non-pédalants, c'est-à-dire ceux qui ne pédalent pas. Et dans ces séjours-là, non-pédalants, il y a les personnes qui pédalent suivent soit avec leur propre voiture,
quand c'est de l'itinérant, soit ils suivent dans un véhicule qui sert d'assistance. Voilà du belvédère, ce qu'on aurait dû voir. Donc ça valait le coup d'y aller, hein. Le petit détour que je vous disais tout à l'heure, on l'a raté. Alors c'est vrai qu'aussi la météo, même si on l'avait fait, on n'aurait pratiquement rien vu le temps qui était complètement bouché, bâché, hein. Tu prends les congelés. Un peu de soleil. Allez, souriez. Ah ouais, il pleut en soleil. Les gens ont le sourire, hein. Les cyclotes, on les appelle les cyclotes et les cyclos. Demain, c'est soleil, hein. Alors, le voyage que j'avais fait là en Allemagne-Autriche, c'est organisé par des Alsaciens. Ça aide bien quand on va en Allemagne, quand même. Les Alsaciens, ils maîtrisent bien l'allemand. Radfahrer, ça veut dire cycliste en Allemagne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un mot. Alors, le cycliste, c'est der Radler en Allemagne, mais aussi il y a un mot das Radler, c'est le panaché. Si un jour vous entendez Radler en allemand, ça peut être cycliste ou le panaché. Voilà. À base de bière, hein, le panaché. Voilà, ça fait partie de la zone modèle au nord de Pékin. C'est-à-dire qu'ils ont représenté aussi sous forme, c'est une zone modèle cinématographique. Donc ils ont des studios télé, des studios de cinéma. Et là, ça représente au-dessus la fresque, les paysans, mais au-dessus, il y a une sorte de film qui est déroulé. Voilà. Il y a l'appareil de projection en haut complètement à gauche. Et après, c'est la bobine d'un film. Donc en fait, ils ont illustré de manière colossale leur modèle de production cinématographique. Bon, ça aussi, c'est la zone poubelle, ça par contre, c'est pas la zone modèle. Ça, c'est les déchets qu'on a pu trouver le long d'un parcours. Ça existe comme chez nous, hein. On a les mêmes chez nous aussi en France. Donc ça revient à mon débat d'origine. Est-ce qu'en vélo, tout est plus haut? Ben non, tout n'est pas plus beau en vélo. Il y a aussi des choses... Voilà. Ouais, je vais m'arrêter parce que je pense j'ai dû déborder un petit peu là. 16h29, ouais. Merci et puis bon voyage pour... Merci.